Alors bonjour Monsieur Delarue. Bonjour. Donc vous êtes président de la Fédération des usagers des transports et des services publics. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette fédération en quelques mots? Oui, la Fédération des usagers des transports a été créée il y a déjà plusieurs dizaines d'années, essentiellement composée de banlieusards au départ, qui avaient de gros problèmes. Certains ont été résolus, d'autres pas. Et c'est une fédération qui a élargi son action à l'ensemble des services publics à l'heure actuelle. Alors, Enquête et débat mène une enquête sur l'accessibilité des métros, notamment pour les femmes enceintes, les poussettes, les personnes âgées, les touristes, etc. Et est-ce que vous avez déjà été amené à traiter ce problème et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien sûr, parce qu'en fait, les transports en commun sont adaptés parfaitement aux personnes qui sont jeunes, en bonne santé, les mains dans les poches, et à condition qu'ils circulent aux heures creuses, c'est-à-dire là où il y a moins de monde. Donc je plaisante un peu, mais ça veut dire que très longtemps, on n'a pas voulu faire d'efforts pour adapter les transports en commun parisiens, notamment le métro, aux mères de famille avec des poussettes. Ah non, 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 qu'elles prennent autre chose, le taxi par exemple, aux personnes qui ont des valises lourdes, aux personnes âgées. Et j'ai cru comprendre que nous sommes de plus en plus nombreux dans ce pays à être personnes âgées, même retraitées. Il paraît que ça pose quelques problèmes. Aux personnes qui ont des difficultés autres de déplacement. Tout ça, c'était pas intéressant du tout. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement, descendre dans le métro par des escaliers, ça peut être la galère complète. Ne pas pouvoir entrer dans l'autobus par ailleurs, qui pourrait être un moyen également de transport à développer, parce qu'il est plus facilement adaptable. Donc on s'est rendu compte que rien n'était fait. Et il y a même une époque où on disait personnes handicapées, transport pour handicapés, personnes valides, transports normaux. Et entre les deux, il y a toute une grande catégorie de personnes qui sont, encore une fois, les mères de famille, alors soit enceintes, soit avec des bébés avec une poussette, les personnes qui transportent des valises pour aller à la gare, prendre le train. Il paraît qu'il y a des gens qui vont en vacances quelquefois ou en déplacement. Les personnes âgées, bien sûr, et les personnes qui ont une certaine difficulté à marcher. Donc tout ça exclut. Alors, des efforts ont été faits depuis quelques années. Par exemple, vous avez remarqué que dans certaines stations, il y a des portes spéciales qui sont plus larges et qui peuvent être ouvertes à la demande. On a mis également dans quelques stations des plans inclinés pour permettre donc de faire circuler sa valise ou autre chose plus facilement. Mais dans l'ensemble, on est encore très loin de compte. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez des plans inclinés parce que ça nous paraît être une des solutions les plus facilement adaptables, en tout cas les moins chères. Est-ce que vous avez une idée du nombre de plans inclinés qu'il existe en pourcentage à peu près des escaliers parce que la plupart des stations ont des escaliers, non pas ni ascenseur ni escalator. Non, à l'heure actuelle, c'est quand même très peu fréquent, ça il faut le dire très clairement. Donc c'est une bonne idée, mais comme souvent en France, on fait des expériences, vous voyez. Et pour passer du stade de l'expérience au stade de la généralisation, il faut attendre des années et des années. Donc je crois qu'il est extrêmement utile de lancer une campagne, à la fois les associations bien sûr, mais les médias, sur le thème les transports doivent être adaptés le plus vite possible à tous ceux qui ont besoin d'une aide pour arriver jusqu'au métro. Et également ne pas oublier que certains métros sont tellement encombrés à l'heure actuelle, comme la ligne 13 du métro parisien au nord de Saint-Lazare, qui est vraiment la ligne la plus effrayante qui existe en Ile-de-France, où tous les jours il y a des malaises, parce que c'est bien de pouvoir arriver avec une poussette jusqu'au métro numéro 13, mais si on ne peut pas entrer dedans, qu'est-ce qu'on fait? Certes. Alors, nous, on a voulu lancer cette enquête parce qu'il nous paraît qu'il y a deux solutions assez simples à mettre en œuvre, et on aimerait avoir votre réaction là-dessus. Et on se demande bien pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre pour l'instant. Alors, la première, donc on en a parlé, ce sont ces plans inclinés, hein, ces rampes, je ne sais pas comment Tout à fait, oui. Et la seconde, ce sont des gens qui seraient payés, comme on a eu les emplois jeunes. Bon, là, on pourrait avoir des gens qui sont sur les points noirs, les plus denses ou nécessitant le plus d'aide, et des gens qui feraient la montée, la descente des escaliers, bon, finalement toute la journée comme un déménageur, mais ça soulagerait énormément les gens. Mais pour cela, il faudrait un audit préalable. Bon, est-ce que vous êtes au courant qu'il y ait eu un audit jamais fait par la RATP pour identifier ces points noirs? Et puis, alors, qu'est-ce que vous pensez des deux solutions qu'on a trouvées? Est-ce qu'elles vous paraissent valables? Alors, si vous voulez, il y a deux choses distinctes. D'une part, les transports en commun de France, comme ailleurs, doivent être adaptés, mais sur la longue durée, aux PMR, comme dit dans le jargon, c'est-à-dire aux personnes à mobilité réduite. Et ça se traduit également par des études et quelquefois des travaux dans des gares SNCF en banlieue, etc. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est la théorie, c'est la loi. Normalement, ils doivent être adaptés. Alors, les idées que vous avez mises en avant sont très intéressantes. Bon, les plans inclinés existent, mais à dose homéopathique, on peut dire, il en faut beaucoup plus. Et d'autre part, vous avez une idée qui me semble vraiment excellente, qui est celle d'avoir finalement ce qu'on avait autrefois à la SNCF, c'est-à-dire des porteurs.
dans les gares qui puissent effectivement aider les personnes à porter précisément valises ou poussettes là où il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au métro. Ce sont d'excellentes idées, ça ne coûte pas très cher et je vous rappelle quand même que la RATP et aussi la SNCF et surtout les RATP savent faire appel à des personnes extérieures. Lorsque par exemple il y a une grève et qu'il n'y a qu'un tiers des RER qui fonctionne, eh bien vous avez un certain nombre de jeunes qui sont sur les quais pour essayer de faire en sorte que les gens entrent dans le RER sans se faire écraser et sans tomber sur les rails. Donc je crois qu'effectivement, si on peut le faire en cas de grève, on peut le faire de manière générale pour toutes les personnes qui ont besoin d'un coup de main pour accéder au métro. Et ça créerait de l'emploi en plus. Alors, ça créerait de l'emploi bien entendu et un emploi utile. Tout à fait. Alors sur l'audit, est-ce que vous êtes au courant d'un audit qui a été mené par la RATP déjà? Non, mais nous savons que la région et d'autres également sont obligés, je le redis, de mettre en place un programme pour les PMR, les personnes en mobilité réduite. Ça ne vaut pas que pour le métro, ça vaut également pour tous les autres transports, y compris les trains de banlieue. Donc là, c'est encore une fois une bonne idée. Simplement, les crédits ne sont pas là. Et il y a toujours un délai extraordinaire en France entre le moment où on s'intéresse à un problème, on décide de faire quelque chose, le moment où on fait quelque chose. Je me demande d'ailleurs comment ils ont créé le métro parisien dans le passé, hein, parce que ça a été créé finalement beaucoup plus vite qu'à l'heure actuelle. Il devait avoir des moyens techniques très supérieurs aux nôtres, je pense. Hein, ça doit être ça sans doute. Donc je plaisante. Donc les lourdeurs bureaucratiques sont telles, et administratives en France sont telles qu'effectivement, entre la bonne idée et sa réalisation, il y a des délais qui sont extravagants, et c'est là que la pression de l'opinion publique, des associations, et naturellement l'intérêt porté par les médias à ces questions peuvent jouer un rôle essentiel. Alors, avant-dernière question, d'un point de vue politique, est-ce que ça a changé entre Chirac et Delanoë, en gros, pour parler uniquement de Paris, selon vous? Ce qui a changé, c'est sans doute le fait que, mais ça avait été fait également par le maire intermédiaire quand même, hein, Jean Tibéri, c'est-à-dire qu'on a voulu donner plus de place aux transports en commun de surface, aux autobus, qu'à la voiture, d'où la création de parcours protégés qui permettent aux bus d'aller plus vite, d'où la création du tramway, etc. Bon, sur le plan précis de l'adaptation des transports aux personnes handicapées, pas beaucoup de choses ont été faites. Encore une fois, on reste au stade souvent de l'expérience et lorsqu'il s'agit de réalisation, à un stade homéopathique, c'est-à-dire encore très faible. Et alors, dernière question, selon vous, quel est le principal responsable? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a deux sortes de choses. Il y a d'une part les lourdeurs administratives et bureaucratiques françaises traditionnelles que nous connaissons et qui nous ont amené à créer comme une fédération d'usagers de transport et des services publics. Et puis d'autre part, il y a également le fait que comme vous avez tellement d'interlocuteurs qui peuvent intervenir, alors vous avez quand même l'État qui a l'argent, parce que quand ça va mal dans le RER A, le président de la République vient faire une descente il y a 2 ans, bon très bien. Vous avez bien sûr la région, il y a les départements, il y a la SNCF et les RATP, dont l'actionnaire, entre guillemets, principal ou unique, c'est quand même l'État également. Donc pour arriver à mettre tout ce monde-là d'accord, c'est vraiment la galère. Merci beaucoup, M. Delarue. Merci à vous.